Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous donne tout d'abord les titres de cette édition. En Jordanie, le cessez-le-feu ne serait pas respecté. En France, le Conseil des ministres s'est réuni ce matin. Deux problèmes à l'ordre du jour, notamment la protection de la nature et l'assurance maladie des agriculteurs. À l'Assemblée nationale, les députés achèvent la discussion du projet de réforme du service militaire. En Australie, le lancement de la fusée Europa a dû être ajourné. Un ordinateur est tombé en panne. Enfin, l'Angleterre s'est réveillée ce matin sans journaux, par suite d'une grève des imprimeurs. Nous commençons par le Proche-Orient. Jean-Pierre Anquery, il y a encore des combats ce matin à Amman. Oui, les dernières dépêches semblaient indiquer que la vie revenait petit à petit dans la capitale jordanienne et que les magasins commençaient à rouvrir. Et puis, nous avons reçu encore de nouvelles dépêches qui nous annonçaient alors, elles, que l'on entendait encore des tirs sporadiques dans les collines qui surplombent la ville et que des incidents avaient lieu entre des blindés jordaniens et des éléments de la Saïka. La Saïka est un mouvement de commando d'obédience syrienne. Quoi qu'il en soit, ce cessez-le-feu, si précaire soit-il, avait été obtenu ce matin à la suite d'un accord intervenu entre le roi Hussein et M. Yasser Arafat. Le roi Hussein de Jordanie, que vous voyez là, et M. Yasser Arafat, qui est le président du comité exécutif de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, et le chef du Fatah, qui est le mouvement de commando le plus important. Yasser Arafat se trouvait au Caire, il a accouru à Amman en toute hâte. Assisté à l'entretien également le général Shahab, qui est le ministre de la Défense de l'Irak. Vous savez qu'il existe dans le nord de la Jordanie un contingent irakien évalué à 18 000 hommes et on dit que le général Shahab aurait joué les messieurs bons offices. Que comporte cet accord? Il comporte 10 points dont voici les plus importants. D'abord, observer le cessez-le-feu d'une manière absolue. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Ensuite, libération de tous les prisonniers faits au cours des derniers incidents. Troisièmement, les troupes jordaniennes et les fédéines doivent regagner leur base. Il ne semble pas encore que cela soit fait. Quatrièmement, création de patrouilles mixtes pour maintenir l'ordre. Ces patrouilles commencent à circuler, paraît-il, dans les rues d'Amman. Enfin, remise en activité de commissions mixtes jordaniennes et palestiniennes pour éviter de nouveaux incidents et constitution d'une commission d'enquête pour établir les responsabilités. À la suite de l'accord de ce matin, M. Yasser Arafat avait adressé un appel à la nation arabe pour lui demander de resserrer ses rangs et de se consacrer à la lutte pour la libération de la Palestine. Alors, je crois qu'il nous reste encore à délimiter le nombre de victimes. Il est très difficile de le faire à l'heure actuelle. Disons qu'il doit varier entre 50 et 100 tués et blessés. Voilà tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. Oui, nous en reparlerons donc ce soir. Un autre aspect de la situation au Proche-Orient, c'est celui qui intéresse plus directement Israël. Il s'agit de la livraison d'une centaine d'avions de guerre, des avions qui ont été commandés par Israël, par le gouvernement israélien aux États-Unis, et jusqu'à présent, le président Nixon n'avait pas donné de réponse. Nous écoutons à ce sujet Emmanuel Delataille depuis New York. Moyen-Orient, le président Nixon va vraisemblablement revenir sur son refus de livrer des avions à Israël. Israël obtiendra vraisemblablement la livraison de la moitié des 25 Phantom supersoniques et des 100 Skyhawk subsoniques commandés. Jusqu'ici, le président Nixon avait refusé de livrer ces avions tant que, disait-il, l'équilibre des forces ne serait pas modifié au Moyen-Orient. S'il le fait maintenant, c'est pour deux raisons. Présence des politiques soviétiques, des pilotes d'avions soviétiques en Égypte et installation de fusées air-sol SAM-3 également en Égypte. Deuxième raison beaucoup plus importante, la pression exercée par près des 3/4 des sénateurs pour livrer les avions à Israël. Paradoxalement, ce sont pratiquement les mêmes sénateurs qui sont prêts à voter un amendement interdisant au président Nixon d'intervenir de nouveau au Cambodge. Si le président Nixon avait adopté cette attitude de refus, de sursis à livrer les avions à Israël jusqu'ici, c'est qu'il voulait d'abord éviter une confrontation directe avec l'Union soviétique et surtout, ou également, ne pas risquer une rupture des relations diplomatiques avec les pays arabes, du fait en particulier de l'influence notable des intérêts pétroliers aux États-Unis. Le président Nixon va donc être obligé de composer. Il cherchera à sauver la face en demandant à Israël, sans trop d'illusions, d'accepter la résolution de novembre 67 de l'ONU, à savoir le retrait des territoires occupés. Tous les journalistes, dans leurs éditoriaux, remarquent aujourd'hui que le président Nixon avait fondé son programme
de politique étrangère sur le désengagement américain que de gré ou de force, il se trouve conduit à pratiquer une politique exactement inverse. Information première, New York. En Argentine, la situation est calme ce matin après la destitution hier du chef de l'État, le général Ongaña. La junte qui a pris sa place a promis d'instaurer bientôt un régime représentatif, républicain et fédéral. Stéphane Paoli va nous donner maintenant d'autres précisions. Buenos Aires, avant-hier, le palais rose du président Ongaña. Une junte militaire composée des représentants des trois armes vient de destituer le président de la République argentine, Juan Carlos Ongaña. Après quelques velléités de résistance, le président Ongaña se retire et cède la place au triumvirat militaire. Tout cela se passe un peu moins de 6 heures après que le président argentin ait rejeté le plan des 3 généraux destiné à rétablir en Argentine un gouvernement constitutionnel. Dès le matin, l'armée a pris position dans la ville. On craint des affrontements et pourquoi pas une guerre civile. L'enlèvement de l'ex-président Aramburu par un commando péroniste a déjà suffisamment échauffé les esprits. En fait, il ne se passera rien, sinon quelques grenades lacrymogènes lancées par les policiers pour repousser une foule relativement calme. Ces portes se referment sur ce qui n'a été finalement qu'une révolution de palais qui, paraît-il, était prévue depuis le 27 mai dernier, mais qui avait été reportée en raison de la visite du prince Albert de Liège. Pendant ce temps, le président Ongaña est resté barricadé 9 heures dans son palais rose, qu'il finira par quitter en hélicoptère pour se rendre à Olivos, sa propriété présidentielle proche de la capitale. Les officiels quitteront moins heureusement le palais sous les huées et les jets de pierre de la foule. Tout est calme maintenant à Buenos Aires, où l'on attend dans les prochains jours la nomination d'un nouveau président, où l'on attend également la libération du général Aramburu, dont l'enlèvement qui visait la destitution du président Ongaña ne se justifie plus. En France, à l'Assemblée nationale, on parle, comme je vous le disais tout à l'heure, de la réforme du service national. On a déjà voté cette nuit et vous avez un très beau résultat à nous annoncer. Oui, il faut dire que les députés ont siégé jusqu'à 2h40 ce matin et ils ont voté 3 articles. Le premier ramène la durée du service national à 12 mois et il a été voté au chiffre record, par le chiffre record de voix suivant, 476 voix. Il n'en a pas manqué une seule, ce qui est, je crois, assez rare. L'article 2, prévoyant que les jeunes gens peuvent être appelés entre 18 et 21 ans, a également été adopté. Mais je crois que là, il faut préciser qu'ils peuvent être appelés à 19 ans, mais qu'ils ont la faculté de demander, et ceci sous leur seule signature, à être appelés à 18 ans et selon leur date de naissance, même à 17 ans et 9 mois. Ils peuvent toujours, sous leur seule signature, au contraire, demander le report de leur incorporation à 21 ans. Enfin, des dispositions intéressant les jeunes gens qui se seront présentés à certains concours sont également prévues. Oui, alors là, justement, il y a un problème parce que les jeunes filles vont pouvoir se présenter également à ces concours. Et oui, et alors Alain Ternoir a fait remarquer qu'il y aurait un déséquilibre et que les jeunes filles seraient avantagées. Or, elles sont de plus en plus nombreuses à se présenter à ces concours. Monsieur Debré a dit qu'il était conscient effectivement de cette difficulté, que des mesures étaient à l'étude pour rétablir l'équilibre et que de toute façon, la durée du service militaire servait aux jeunes gens pour faire reporter leur date d'admission à ces concours. Enfin, article 3, la 3e disposition a également été adoptée, c'est celle qui prévoit que les jeunes gens ayant accompli leur service national auront le droit de vote. Il a été précisé que les jeunes filles qui auront demandé à faire le volontariat militaire bénéficieraient des mêmes avantages. Mais à l'occasion de cette décision, 2 députés, messieurs Garcin communiste et Ternoir UDR, ont demandé que l'âge électoral soit abaissé, le premier à 18 ans, le second à 19 ans. Leurs amendements ont été repoussés. Mais autre initiative, messieurs Sanguinetti et Flornoy ont demandé que l'on mette en accord les droits politiques et les droits civils et que l'on permette l'émancipation des jeunes qui auront obtenu le droit de vote avant 21 ans. Et M. Debré a promis de déposer avant 1971 ou pour 1971 un texte dans ce sens. Et quand est-ce que la discussion sera close? Eh bien, probablement ce soir et on passera ensuite à l'habitat insalubre. Il faut dire que l'ordre du jour est très chargé en ce moment. Très chargé, toujours dans les fins de session. C'est la faute des députés ou du gouvernement? Je n'ose pas dire que c'est un peu celle du gouvernement, car les textes arrivent seulement maintenant. Et le Premier ministre, M. Chaban-Delmas, va tenir une conférence de presse cet après-midi. À quel sujet? À la suite du Conseil des ministres, il parlera des problèmes de l'environnement. Il recevra ensuite M. Vivien, qui justement défend ce soir le texte recommandant la démolition des habitations insalubres. Bon, ça, ce sera un sujet que nous aborderons donc ce soir au cours de Télésoir.
Un nouvel attentat a été commis hier soir à New York. Une bombe a explosé dans un immeuble abritant l'état-major de la police dans l'île de Manhattan. Les dégâts sont assez importants, comme vous le voyez. 3 personnes ont été blessées. À Varsovie, 2 Polonais armés qui voulaient détourner un avion des lignes aériennes polonaises, LOT, pour se rendre à Vienne, ont été maîtrisés en plein vol par l'équipage et remis à la police à l'atterrissage à Varsovie. Au Pérou, après le tremblement de terre, les secours commencent seulement d'arriver dans les régions les plus éprouvées. Et là, je crois, Daniel Brun, que vous avez une précision à donner à propos des secours qui, de la France, partent à destination du Pérou. Oui, à La Rochelle, un bateau était en partance pour Lima et les habitants de La Rochelle lui ont demandé d'attendre 24 heures pour faire une collecte de vivres et de vêtements. Et ayant attendu 24 heures, le bateau a reçu 5 tonnes de vivres et de vêtements et de couvertures. Et il avait décidé de retarder encore de 24 heures son départ. Il y a également des médecins français, d'ailleurs, qui partent en ce moment pour le Pérou. Nous regardons maintenant le reportage commenté par Daniel Cazal. Il y a 10 jours, cette crevasse qui longe la cordillère des Andes n'existait pas. Ici, c'était la province de Huaylas, la plus belle du Pérou. On l'appelait la Suisse de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, Huaraz, sa capitale, et des dizaines de villages ne sont plus qu'un vaste champ de ruines. 100 000 orphelins, 50 000 morts, un nombre incalculable de blessés, 800 000 sinistrés, des chiffres qui résument le drame du Pérou. Comme cette image d'une femme qui, sur les ruines de sa maison, semble attendre la mort qui, l'autre dimanche, l'a épargnée. Pour les habitants de ces régions sinistrées, il faut lutter contre le froid, la faim, les épidémies. Toutes les localités de la vallée de Huaylas ont été mises en quarantaine, dans les hôpitaux en plein air, car on n'ose plus se mettre maintenant sous un toit. Dans ces hôpitaux où s'entassent les blessés, on a entrepris de vacciner tous les habitants de cette région afin d'éviter la propagation d'épidémies. 7 médecins français sont arrivés hier au Pérou et ce matin, une nouvelle équipe de médecins français est partie pour le Pérou. Les secours par terre commencent à arriver dans cette région de Huaylas. Et puis, des avions aussi ont parachuté sur la région des caisses, mais avec des médicaments et des vivres de très nombreux pays, parmi lesquels les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest, le Brésil et l'Argentine ont adressé au gouvernement de Lima des dons plus ou moins importants qui sont maintenant parvenus aux sinistrés. Un autre pays est frappé par une catastrophe, vous le savez, en Europe il s'agit de la Roumanie. Et les orages qui se succèdent là-bas depuis 3 jours menacent maintenant de détruire les digues provisoires qui avaient été édifiées à la hâte pour empêcher l'inondation du Danube de s'étendre. Nous écoutons Claude Manuel. En effet, les nouvelles pluies très importantes risquent de provoquer ce que les Roumains redoutaient depuis 1 mois maintenant. Plusieurs digues ont déjà cédé dans les dernières 48 heures au nord du pays, en Transylvanie, mais aussi, ce qui est plus grave encore, à l'est, à proximité de la région très peuplée du delta du Danube, tout à fait à droite sur la carte. Il semble cependant qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes. Ici, à Galatz, point culminant de suspense depuis plusieurs semaines, cette ville est toujours coupée du monde, sa banlieue inondée complètement. Des milliers de personnes se relaient en première ligne le long des digues. Si celles-ci sont parties assez hautes, elles risquent à chaque instant de s'effondrer, minées par le courant du Danube. Des orages hier également, des orages en France, notamment sur Paris. À Paris, en 4 heures, les pompiers ont dû effectuer plus de 1000 interventions. Dans l'Ain, le vignoble du Cerdon a été totalement détruit. Nous repartons à l'étranger. En Australie, le lancement de la fusée européenne Europa a dû être ajourné. Il devait avoir lieu la nuit dernière à minuit, mais un ordinateur est tombé en panne. À Londres, en dépit d'une intervention du Premier ministre, M. Wilson, les patrons de la presse londonienne et les représentants des typographes n'ont pu se mettre d'accord hier soir, et aucun journal n'a paru ce matin. Les négociations doivent reprendre jeudi, il n'y aura donc pas de journaux à Londres également demain. C'est la première grève de la presse nationale britannique depuis 15 ans, et elle est d'autant plus fâcheuse qu'elle survient en pleine campagne électorale. Autre problème d'ordre social, en France cette fois-ci, tout d'abord nous commençons par une bonne nouvelle pour les électriciens gaziers puisque leur salaire va augmenter davantage que prévu, n'est-ce pas François Doux? Oui, en tout cela concerne 115 000 salariés.
Vous vous rappelez qu'en décembre 1969, l'année dernière, un contrat de progrès avait été conclu à Électricité Gaz de France. Il prévoyait que les salaires augmenteraient en 1970 de 6,30%. Il prévoyait également que ces mêmes salaires seraient indexés sur la production intérieure brute, sur les prix et sur le chiffre d'affaires. Or, c'est ce qui vient de jouer. Et l'augmentation des salaires atteindra 7,60% en 1970, en définitive, soit un supplément de 1,30%, ce qui aura pour but d'ailleurs de porter le salaire de base à EDF-GDF à 1100 francs. Voilà pour les électriciens gaziers. Alors chez les douaniers, que se passe-t-il? Eh bien, les douaniers ne reprendront pas leur grève du zèle aux frontières. À l'issue d'une très longue négociation, elle a duré 9 heures et parfois c'était aussi orageux à l'intérieur qu'à l'extérieur, les syndicats des douaniers et le ministère des Finances ont abouti à un accord ou en tout cas à un compromis. Accord sur le déroulement des carrières et sur la promotion à l'intérieur de l'administration. Accord de principe également sur l'amélioration des conditions de travail et sur la semaine en 5 jours. En tout cas, leur mise à l'étude sera effective avant la fin de l'année. Ce matin, au ministère des Finances, on soulignait, je cite, les avantages très positifs obtenus par les agents des douanes, fin de citation. Et les syndicats eux-mêmes m'ont déclaré, nous n'avons pas certes obtenu tout ce que nous voulions, mais nous avons satisfaction sur un très grand nombre de points. Oui, alors est-ce que cet aboutissement peut te servir d'exemple pour d'autres conflits sociaux? Ce n'est pas impossible, d'autant qu'actuellement, vous le savez, malgré la proximité des congés payés, les points chauds, les secteurs chauds ne manquent pas, la navigation aérienne ou les finances par exemple. Le plus important, c'est la RATP. Vous savez que tous les syndicats, sans exception, ont déposé un préavis de grève de 24 heures pour lundi prochain, grève touchant le métro comme les autobus. Mais cette grève sera peut-être évitée. Demain matin, en effet, la direction de la RATP et les syndicats vont se rencontrer pour négocier les 2 points qui sont à l'origine de ce conflit, les congés annuels et la refonte de la grille des salaires. Encore quelques 24 heures de suspense donc, et les usagers parisiens seront fixés sur leur sort pour lundi prochain. La négociation sera peut-être très difficile, mais en tout cas, un accord n'est pas exclu. Un conflit social maintenant dont nous allons parler, qui a une répercussion également sur notre rubrique spectacle. Une grève des choristes à l'ERTF a en effet fait annuler hier soir, un peu avant le lever du rideau, la représentation de la Norma qui devait avoir lieu au Théâtre des Champs-Élysées, avec en vedette la grande cantatrice espagnole Montserrat Caballé. Les spectateurs sont rentrés chez eux naturellement très déçus. Montserrat Caballé est en effet l'une des plus grandes cantatrices du monde. Lise et Lina l'avaient rencontrée hier au cours de la répétition, alors que l'on ne savait pas bien entendu qu'il y aurait grève. Montserrat Caballé est à l'heure actuelle une des plus grandes voix de mezzo-soprano. C'est une catalane espagnole de Barcelone qui fut engagée à l'Opéra de Bâle à 20 ans. J'ai commencé à chanter dans les 57 de petites choses à Bâle, en Suisse. Mais on peut dire que le grand lancement a été à New York le mois d'avril de 65 avec la Lucrèce Borgia. Et je crois que depuis là, les choses ont marché très bien pour moi. La Norma, c'est une de presque la plus difficile opéra que moi je chantais jamais. Pourquoi? Parce qu'il demande aussi une résistance physique pour les 4 actes qu'elle a, une puissance vocale que je n'ai pas, mais j'essaye de la faire, et aussi une grande ligne de bel canto que c'est difficile à la tenir. Dans le rôle d'Adalgise, une autre grande voix mezzo-soprano, l'américaine Shirley Verrett, née à la Nouvelle-Orléans, élevée en Californie et qui chante pour la première fois à Paris dans la Norma.
Oui, eh bien c'était un aperçu de ce que les spectateurs du Théâtre des Champs-Élysées ont raté hier soir. Nous apprenons à l'instant la démission de Roland Petit de son poste de directeur de la danse à l'Opéra. Nous aurons d'autres détails certainement ce soir. La rubrique sportive maintenant, nous parlons bien entendu de football. Oui, ce soir, la Coupe du Monde du football reprend avec Allemagne-Pérou, que nous pourrons suivre sur la deuxième chaîne à partir de 22h50. Ces deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale, mais demain, nous assisterons toujours à 22h50, mais sur la première chaîne, à un match assez extraordinaire. C'est l'Angleterre contre la Tchécoslovaquie. C'est surtout un match décisif, car l'Angleterre a besoin absolument de battre la Tchécoslovaquie pour se qualifier pour ses quarts de finale dans le groupe 3. Pendant ce temps-là, la Coupe du Monde, elle, la Coupe Jules Rimet, attend au fond d'un coffre-fort de Mexico de connaître son nouveau maître. Elle restera là jusqu'à la veille de la finale. Ensuite, elle sera conduite au stade Aztec sous une escorte policière, car on craint que cette coupe ne se fasse enlever. En Amérique du Sud, tout est possible. Veillée d'armes au Mans, sur le circuit du Mans, c'est la veillée d'armes avant les 24 heures, dont le départ sera donné samedi à 16h. Une quarantaine de voitures ont été vérifiées, et l'on parle beaucoup des Porsche. En effet, chez Porsche, certains pilotes hésitent entre deux types de carrosserie. Avec la carrosserie longue aux lignes très fuyantes, c'est 380 km/h dans la ligne droite et une audière, mais une stabilité beaucoup moins forte. Avec la carrosserie plus courte, c'est 330 km/h, mais une bien meilleure tenue de route. Et c'est une affaire qui est à suivre. Jean-Michel Lelio est sur place. Il nous tiendra au courant de l'évolution des préparatifs et de cette course au cours de chacune des éditions de Information Première jusqu'à dimanche. Voilà. Merci. Marie-France Garité, à vous la parole. Eh bien, vous savez peut-être que le ministre des Transports a vendu un franc symbolique, le petit train du Vivarais, oui, à une société privée. C'est la deuxième ligne du réseau de l'Ardèche qui va ainsi reprendre vie dans quelques jours grâce aux touristes. Il y a en France des milliers d'amis des vieilles locomotives à vapeur, leur paradis, le musée des transports de Pithiviers. Jacques Brigaut a découvert la plus vieille locomotive d'Europe dans ce musée, une dernière venue, une Schneider de 1870. Au paradis des tortillards et des petits trains de Cauville, c'est-à-dire au musée des transports de Pithiviers, on vient de célébrer le centenaire de la plus ancienne pensionnaire. La voici, c'est un petit bijou de 3 tonnes construit en 1870 par les usines Schneider du Creusot. Elle porte le numéro 1347 et peut s'enorgueillir d'être la plus vieille locomotive à écartement de 0,60 m de l'Europe continentale. À l'époque, les usines Schneider l'avaient destinée à tirer des rames de wagonnets dans les galeries de ces mines de charbon. Toute sa jeunesse durant, elle vécut dans l'obscurité. Puis elle fut rachetée par les usines céramiques de Decize, où elle tira encore pendant de longues années d'innombrables trains de wagonnets. Aujourd'hui, sa chaudière remise à neuf et dûment contrôlée par le service des mines, l'ancêtre de la voie étroite fait encore des pointes à 12 km/h, tout en tirant un minuscule wagon à 4 places, d'époque lui aussi. Est-il difficile de retrouver des vieilles locaux? Aujourd'hui, c'est devenu très difficile, car elles disparaissent les unes après les autres, et je crois qu'à l'heure actuelle, nous avons pratiquement épuisé le stock qui pouvait exister en France, tout au moins. Où les retrouvez-vous? On les retrouvait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit près d'industriels, dans des sucreries, qui longtemps avaient des embranchements industriels à voie étroite, dans des carrières, dans des plâtrières, dans des industries de ce genre qui desservaient leurs installations au moyen de voies ferrées. Combien avez-vous de machines ici? Ici, nous en avons 15, à voie de 60. À voie de 60, la voie de 60 étant la voie de Cauville. Comment la démarrez-vous, la machine? Eh bien, c'est pas difficile. Faut d'abord, suivant dans la direction qu'on veut aller, soit mettre la marche en avant ou en arrière, ici à l'eau point mort, comme c'est réglo. Puisqu'à l'arrêt, on peut toujours avoir la marche au point mort et le frein serré. Et les plusieurs ouverts. Alors, puis après, ça c'est le régulateur. On tire dessus. C'est l'accélérateur. Oui, voilà, c'est ça. Ici, c'est le niveau d'eau. C'est toujours là-dessus qu'on a les yeux. Ça c'est fait, puisque nous, notre moteur, c'est ça. C'est du charbon et de l'eau. Si ce très vieux matériel ferroviaire a échappé à la ferraille et peut encore rouler comme à la belle époque, c'est grâce aux efforts et aux soins de quelques vaporistes impénitents, tous mordus par le virus du chemin de fer passion. Ils ont créé la Fédération des Amis du chemin de fer secondaire, l'un d'entre eux, M. Gégère, directeur du réseau. C'est une passion que nous avons eue tout jeune et qui s'est développée, et vous en voyez la réalisation aujourd'hui très éclatante. Nous avons tous joué au petit chemin de fer électrique,
On a rêvé d'un chemin de fer à vapeur et grâce à différents concours, nous avons maintenant un vrai chemin de fer à vapeur. Parmi les gens qui font partie de la Fax, quelles sont les professions que l'on peut rencontrer? Vous avez toutes les professions. On peut dire que nous avons une majorité de professions libérales, mais nous avons aussi pas mal de manuels de tous les corps de métier, ce qui nous est d'ailleurs extrêmement utile dans notre réalisation. Que faites-vous comme métier? Moi, je suis représentant dans une maison de plaquage de bois. Et vous avez assez de temps pour restaurer des locomotives? Le dimanche, le samedi et le dimanche. Les femmes qui ont quelques problèmes avec leur silhouette peuvent suivre des régimes amaigrissants. Cela n'empêche pas les couturiers de se préoccuper aussi de leur sort et de leur créer des robes palliant des kilos l'irréparable outrage. Isis Lamy, Jean-Paul Sautet. Question. Qui peut être faible et forte à la fois? Réponse. La femme. Et ce ne sont pas les couturiers du prêt-à-porter qui nous contrediront, car ainsi en ont-ils décidé. La femme, cet automne, aura toujours et quoi qu'il arrive, la taille mannequin. Seule la taille du mannequin variera légèrement, hésitant entre le 38 et un peu plus. Voici donc ce que vous porterez à la rentrée, à l'époque où les feuilles des arbres jaunissent et meurent doucement, une robe de jersey marron à encolure blanche. Si jamais, par le plus grand des hasards, vous êtes de celles dont la taille empire, vous aurez recours à cet impérial jersey chiné vert. Trouvant que décidément la mode automne 70 vous va bien, nous vous invitons mesdames à la conversation. Peut-être pourriez-vous jaser sur le jersey, jacquard et faux de pièces, à moins que vous ne préfériez parler de votre robe de crêpe, avec ou sans chignon, de laine noir et blanc. Envisageant la possibilité de ne pas vous interdire l'accès d'un éventuel buffet, voici une robe de cocktail en crêpe de laine turquoise, brodée de paillettes qui affine discrètement la silhouette. Les trois dernières robes vous prouveront, si besoin est, que l'on peut être forte et délicieuse et belle et à la mode, d'autant plus que les tons de ces jerseys de laine imprimés s'harmonisent parfaitement avec l'aspect tentant de quelques petits fours. Michel Tardieu, est-on gourmand à la Bourse de Paris? La Bourse de Paris va mieux aujourd'hui, nettement mieux. Ce n'est pas bien sûr la hausse brutale, mais l'ensemble de la cote est ferme et tout particulièrement les grandes valeurs. Les plus gros titres comme ceux de Péchinet ou de Rhône-Poulenc se distinguent tout particulièrement. Il faut dire que l'économie française va assez bien, les grandes entreprises tourneront et les chiffres de la production industrielle que le ministère des Finances a publiés hier montrent qu'en avril, la progression par rapport à avril 69 pour la production industrielle est de l'ordre de 5,2% et pour les 3 mois de février, mars, avril, elle est de l'ordre de 7,2%. On constate simplement une légère diminution de l'accélération de l'augmentation de la production industrielle, mais c'est normal puisque la politique du gouvernement tente précisément à éviter tout emballement. Pour M. Giscard d'Estaing, le grand danger reste l'inflation, beaucoup plus que la récession, et c'est pourquoi il a expliqué à plusieurs reprises qu'il maintiendrait un certain nombre de contraintes sur le crédit au-delà de la date du 1er juillet, à laquelle, en principe, son plan d'encadrement du crédit devait disparaître. Pour continuer ainsi à lutter contre l'inflation, le gouvernement se complique la vie. Il est bien connu, bien sûr, que l'inflation permet de rembourser en argent plus léger que celui dans lequel on a emprunté, et que c'est une façon pratique pour l'État et pour les entreprises de financer leurs investissements. En revanche, si le gouvernement veut rester fidèle à sa politique de défense du franc, eh bien, il doit limiter ses dépenses, ou en tout cas, il ne doit pas injecter dans l'économie plus d'argent qu'il n'en prélève. Ce qui revient à dire qu'il doit demander à l'impôt et à l'épargne les sommes qui lui sont nécessaires. L'impôt, tout le monde trouve qu'il est trop lourd, il n'est donc pas question de l'augmenter. En revanche, il faut chercher à accroître l'épargne, et c'est de l'épargne que dépendra en grande partie le financement du 6e plan. C'est pourquoi le ministre prend des mesures en ce moment pour relever les taux d'intérêt servis aux petits épargnants et pour réduire les impositions qu'ils supportent sur ces taux d'intérêt. Pour la bourse elle-même, rien n'est prévu, mais M. Giscard d'Estaing estime qu'il lui a déjà fait un beau cadeau avec l'avoir fiscal. Il estime aussi que si l'industrie va bien, les boursiers n'ont qu'à se montrer moins timorés et qu'il y a là simplement une question de confiance réciproque entre les entreprises et leurs actionnaires. Sur ce plan, des efforts sont en cours. Il faut voir notamment que la pratique des bilans consolidés qui permet de mesurer le poids exact des entreprises tente à se développer. Péchinet vient de publier le sien pour 1969. Le chiffre d'affaires de Péchinet
du groupe Péchinet en 69 était de 7,3 milliards de francs et le bénéfice net consolidé de 312 millions de francs, y compris des bénéfices réalisés sur variation de matières premières. Le bénéfice net de Péchinet, qui représente environ 18,7 francs par action, donne donc une capitalisation pour ce titre de première grandeur de l'ordre de 10,5 fois les bénéfices. Ce n'est pas beaucoup. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles les grands titres, aujourd'hui, retrouvent un petit peu la faveur du public. À signaler que Péchinet vient de créer un groupement d'intérêt économique avec la compagnie électromécanique du groupe Braun-Boveri, avec les sociétés des forges et ateliers du Creusot et la compagnie des ateliers et forges de la Loire, pour réaliser des réacteurs nucléaires à très haute température. Sur le plan des informations industrielles, notre confrère Gabriel Farkas de François indique aujourd'hui qu'il croit savoir que le ministère des Finances étudie un projet qui aboutirait à séparer Citroën de Berliet. Citroën que vous voyez en ce moment sur votre écran, et on voudrait repasser la partie poids lourd de Citroën, c'est-à-dire Berliet, à la Savième de Renault, pour permettre plus facilement à Fiat de reprendre une participation plus grande dans Citroën. Autrement dit, le gouvernement veut éviter que les Italiens, en augmentant leur participation dans Citroën, mettent la main sur le grand des poids lourds français, sur un des grands des poids lourds français, et donc garder la construction de camions en dehors des accords Fiat-Citroën tels qu'ils sont prévus actuellement. Ceci, c'est François qui l'annonce à l'instant, et nous en reparlons sûrement dans les jours qui viennent. À signaler également que Saint-Gobain vient de trouver un acquéreur pour l'American Saint-Gobain. On n'a pas encore le détail de la transaction, mais il devrait être connu dans les jours qui viennent. Sur le marché de l'or, le kilo est résistant, je crois qu'on gagne quelques francs sur le kilo, alors que les pièces ont plutôt tendance à s'effriter. Quant à l'emprunt Pinet, eh bien, il perdait 1 franc tout à l'heure et maintenant il perd 90 centimes. Ici, la Bourse de Paris. À vous, France Guérité. Merci Michel Tardieu. Toute l'équipe de Télémidi se joint à moi pour vous remercier de votre attention et vous souhaiter une très bonne journée.